Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors ce soir, vraiment, je suis très content parce que j'ai vraiment une interview exceptionnelle de Madame Anne que Lucas, écrivain. Elle a été vendue dès ses 6 ans par sa mère à des réseaux pédophiles. Vous savez qu'ici, sur Géopolitique Profonde, c'est une question dont on parle beaucoup. Alors, dans les médias, dans les grands médias, on n'en parle pas du tout. C'est quelque chose de caché, mais ça existe. Et c'est quelque chose dont il faut parler parce que c'est important. Il faut informer les gens sur ce fléau. Bonsoir, chère Anne-Que Lucas. Enfin, bonjour, parce que vous n'êtes pas en France, donc il y a un décalage horaire. Comment allez-vous? Oui, merci. Oui, je vais bien, merci. Et en effet, je suis sur la côte est de l'Amérique, alors il est 1 heure l'après-midi. Bon, il fait beau, j'espère, parce qu'ici, il fait froid. Ah non, il ne fait pas beau. Il fait pas beau? Bon, alors, d'accord. Et je vais vous dire, de vous avoir là, comme ça me donne même de la chair de poule, parce que euh, c'est ce que vous avez connu pendant ces plus de 10 ans. Beaucoup ne se seraient pas relevés. Comment avez-vous fait? Comment avez-vous trouvé cette force de caractère pour pouvoir écrire, pour pouvoir faire des conférences, parce que vous êtes aussi conférencière, pouvoir parler de votre histoire? C'était en fait à cause du cadre du trou que j'ai reçu, j'avais des flashbacks et tout, pas du tout vraiment. J'avais les flashbacks, mais je ne pouvais pas y croire. Et c'est en fait le cas du trou qui a donné le contexte de ces flashbacks. Et donc, c'est après ça aussi que j'ai trouvé une thérapeute avec qui travailler. Et j'ai réussi dans ma guérison à un point où il y avait le grand complexe de culpabilité, en fait, qui s'est guéri. Et comme ça, je me sentais assez en balancée pour pouvoir commencer à parler publiquement. Et je l'ai fait. Alors, on va commencer par le début. Vous grandissez en Belgique, vous avez un frère. Votre mère, d'abord, est célibataire, donc elle rencontre votre beau-père qui est maire du village. Et là, les premières années, pour vous, tout se passe bien. Pas vraiment, non. Ma mère, de toute façon, d'abord, elle était seule avec moi. Quand elle était célibataire, elle était seule avec moi. Et déjà, elle m'abusait. Donc, Elle vous abusait de ça? Ah oui, elle m'abusait, ouais, ouais. Elle m'abusait sexuellement du départ, on peut dire. Elle flirtait, mais de façon un peu bizarre et elle n'était pas stable. Et je crois qu'elle a été ciblée. Et donc, je crois que nous sommes été ciblés par le réseau dans le village de mon beau-père, ouais, où mon beau-père était maire et où on a déménagé. Je crois qu'elle a été ciblée, mais au tout début, c'était en fait d'autres personnes qui sont infiltrées dans notre famille. Elle était la femme de ménage et tout d'abord, c'était un couple, donc cette femme de ménage hollandaise et son mari qui m'ont emmenée au réseau. J'ai quand même essayé d'en parler à ma mère et après, je ne sais pas comment, mais c'est ma mère qui a commencé à conduire, qui a m'a conduire au partout, oui, etc. Oui. Oui, donc le couple, ça a pris, elle était donc la femme de ménage, ça a pris 1 an, il m'a violée, oui, à 6 ans, à l'âge de, juste autour de, c'était mon 6e anniversaire, autour de là, donc voilà. Il semble que c'était des rabatteurs, que oui, je sais que ils étaient très, le réseau, c'est une hiérarchie très spécifique. Alors, ils n'ont jamais été riches, mais ils n'ont jamais été persécutés par la loi, par exemple, parce que lui, c'était un pédophile, je crois, assez profond. Il n'a jamais fait du temps. Bon, moi, j'en étais pas consciente, mais j'ai appris quand même que les abuseurs du réseau belge, donc, c'était que la personne qui, pour moi, était le chef, le grand chef, c'était le ministre de la Défense à l'époque, Paul Van den Boeinans, et lui était aussi un franc-maçon. Et c'était clair que c'était un culte pour les Belges. Ce n'était pas satanique,
mais c'était la loge. Et il y avait aussi les royaux qui faisaient partie, qui étaient en fait les patrons au-delà de Van Boeynants. Et c'était donc cette hiérarchie, ce sorte de mafia, où on n'est pas vraiment amis, mais on a on a du matériel à faire chanter les gens, quoi. Et donc, les enfants font grande partie de ça, que c'est-à-dire que les premières années, j'étais utilisée beaucoup pour en fait des gens, les hommes qui c'était leur première fois, soi-disant, parce que peut-être ils étaient déjà avec une fille de 15 ans ou de 16 ans, mais c'était la première fois avec une toute jeune fille. Et moi, j'étais toujours perplexe qu'ils se s'arrêtaient pas, qu'ils ne sont pas dit, bon, c'est une toute petite enfant, moi, je vais pas faire ça, mais non. Alors, c'était déjà, il y a un triage. Et donc, le moment qu'ils se sont mis devant une toute petite enfant, on sait déjà qu'ils vont pas ne pas le faire. Et donc, en même temps, c'est filmé ou c'est photographié. Donc, comme ça, on collecte, on fait la collection du matériel sur eux qu'ils ne peuvent plus s'en sortir. Exactement. Et c'est aussi comme ça qu'ils sont invités dans le réseau. Si quelqu'un est devenu puissant sans eux, ils vont l'inviter. Et puis, il y a l'invitation, il y a toujours le triage. Il y a les parties et tout ça, et puis il y a les parties avant 10 heures, et puis dans les petits enfants, ils ne viennent pas. Moi, j'étais souvent dans une chambre à côté. J'attendais là avec un proxénète, pas ma mère, mais quelqu'un d'autre, pour en fait rentrer après que les autres qui n'étaient pas prêts étaient partis. Donc oui, on faisait toujours le triage, et ceux qui avaient en fait le moindre de scrupules, c'était ceux qui en fait faisaient le mieux dans le réseau, qui en fait avaient le plus de pouvoir dans le monde. Ah oui, alors c'était extrême du départ. Donc la première fois, j'étais emmenée dans une partouze qui en fait était un bal masqué où c'était des aristocrates, c'était dans un château, mais en fait ils étaient habillés comme des hippies et il y avait de la musique hippie, des drogues aussi qui faisaient le tour, mais des drogues sur des plateaux présentés par des butlers, vous savez, c'était formel et en même temps c'était très, de toute façon, c'était la confusion totale, mais ce qu'on m'a fait, c'était complètement extrême. Et donc, oui, c'était l'aristocratie belge, donc qui faisait partie, comme on disait, que c'était leur culture, et c'était toujours comme ça. Il y avait les hommes politiques qui voulaient appartenir de ce club, il y avait des gens d'affaires, il y avait des gens du gouvernement. Donc, tout le monde était toujours regardé, trié, en fait, pour voir s'ils vont aller aussi loin qu'il faut pour, en fait, et ça dépend toujours de la personne aussi, s'ils veulent vraiment utiliser ce système pour avoir de l'argent et du pouvoir, ils peuvent l'avoir de cette façon. Et ce que faisait le réseau belge, qui bien sûr c'est un tout petit pays, ce qu'ils faisaient eux, c'est aussi utiliser les enfants pour en fait faire des amis dans le réseau mondial. Et donc c'est là où à l'âge de 9 ans, j'ai été offerte en tant que cadeau. C'était en 72, hein, et c'était autour du meeting Bilderberg qui en fait a eu lieu à cette année en Belgique. Et donc autour de ça, on a fait je suis sûre que j'étais pas la seule, mais ça c'était le premier rituel satanique en fait que j'ai dû participer. Oui. Exactement, c'est les gens qui sont derrière la globalisation maintenant, qui nous disent qu'on va avoir rien, on va être heureux. Alors moi je pense toujours, il faut voir que si eux ils ont rien, ils vont être heureux. Ouais. Jusqu'à l'âge de 9 ans en fait, jusqu'au moment que j'ai reçu lavage de cerveau pour le contrôle mental, en fait, jusqu'au moment qu'on voulait faire d'autres choses avec moi. Avant, je savais toujours qu'ils avaient tort. Mais avec
le contrôle mental qu'on m'a fait, cette éducation, on peut dire, mais qui est basée sur la torture, ça, c'était tellement effectif, je peux dire, qu'en fait, de 9 à 11 ans, à partir de 9 ans, quand j'étais dedans, plus dans le réseau global, je ne savais plus que c'était faux. Mais de toute façon, j'étais préparée aussi pour participer à l'agenda pédophilique. Alors, ce qu'on me faisait, c'est je devais devenir donc, j'étais d'abord éduquée pour me sentir à l'aise avec l'élite. Donc ça, c'était avec la personne qui voulait faire de moi son esclave d'élite. Donc, il m'avait emmené, c'est un Américain, il m'a amené aux États-Unis dans ces maisons pour en fait m'apprendre à être confortable dans le milieu, mais aussi pour encore faire du triage, voir mes dons, comment il peut m'utiliser, etc., etc. Puis finalement, le contrôle mental, c'était 4 semaines en Allemagne. C'était extrême et en même temps, j'ai vu comment c'était effectif aussi, que moi j'ai changé. Et après, je faisais partie, c'est-à-dire que mon statut de rien du tout et de petite fille jetable a été changé là. Et tout d'un coup, on voulait faire de moi que je vais faire partie. Il y a une grande future qui m'attend. Et donc j'étais préparée en fait pour être cette esclave pour l'élite, mais en même temps, moi je ne savais plus avec ce training, je ne savais plus que c'était faux et que je ne peux pas dire que c'était normal, mais il faisait que je me sentais quand même spéciale. Oui, en fait, j'ai appris après que le MK Ultra est basé sur le contrôle mental que j'ai reçu en Allemagne. Donc, bien sûr, le MK Ultra, il y a plein de scientifiques de l'Allemagne, en fait, après la guerre, qui en fait ont été invités aux États-Unis pour développer ce programme. Donc, oui, mais c'est pareil, oui, c'est pareil. Mais c'était spécifique aussi, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de l'expérimentation, par exemple. C'était très clair ce qu'ils voulaient faire de moi et ce qu'ils ont fait. C'était des programmes spécifiques, donc ils m'ont mis dedans. Et je dois vous dire que j'étais moi-même étonnée de me voir changer aussi rapidement. D'accord? Alors, une de ces choses, donc pour devenir une esclave de l'élite mondiale, ça voulait dire que j'avais besoin de voir ce que veulent les hommes sexuellement. Alors, j'étais attachée à une chaise avec c'était pas des menottes, mais c'était des fers, disons des fers, aussi avec des choses que j'avais les yeux écartés, que je pouvais pas, et aussi avec mon visage. Donc, j'étais obligée de regarder l'écran, donc voir le visage de quelqu'un, d'un homme, et après, voir cet homme s'exprimer dans sa perversité. Ou bien il va violer un enfant violemment, ou bien il va prendre un garçon, ou bien il va tuer un enfant, ou bien ça va être l'inceste, comme si c'est de l'amour. Il y a plusieurs façons juste en regardant le visage d'un homme, quelle est sa perversité. Et pour cela, si j'étais questionnée et si j'avais tort, on me noyait. Et donc, jusqu'au moment que j'étais inconsciente. Et ces choses-là, j'étais punie, mais aussi, c'est pour que mon esprit va sortir de mon corps, et que je vais encore pouvoir utiliser mon intuition mieux pour en fait apprendre comment les hommes veulent s'exprimer sexuellement. Donc, normalement, c'était pour moi, ce que je devais savoir, c'était que j'allais espionner pour l'homme à qui j'appartiens. Et ça, c'était l'Américain. Mais lui, c'était quelqu'un
de ce nom de famille que tout le monde connaît, qui aussi était très connu, mais qui était très actif derrière la scène, qui lui aussi était quand même lié à d'autres familles qui étaient plus importantes dans le réseau. Donc, c'est-à-dire que c'était moi, je devais aller dire à lui quelle était la faiblesse de cet homme. Et aussi, bien sûr, on parle de beaucoup d'argent parce que, par exemple, mon entraînement pour ça, spécifiquement, pour l'espionnage, il y avait plusieurs parties. Une partie était pareille comme je vous ai décrit, mais c'était pour en fait trouver la faiblesse d'un homme, c'est-à-dire sa vulnérabilité, la petite partie en lui qui est très vulnérable, alors que moi je pouvais le voir et je pouvais faire comme si je peux accepter cette chose qui trouve inacceptable. Et je peux le voir aussi, et ça c'est important avec ces hommes-là, que je le vois. Alors ils vont avoir une expérience avec moi qui est presque spirituelle, soi-disant, qu'ils vont se sentir aimés dans l'endroit où ils ne peuvent pas se sentir aimés. Et donc, ils vont tomber amoureux. Et là aussi, j'avais par partie de training, était aussi pour ouvrir mon intuition, mes dons psychiques, pour pas seulement la télépathie, mais en fait rentrer dans la conscience de quelqu'un, et pouvoir utiliser la voix pour mettre de la pression, etc. Donc tout basé sur ce qui est naturellement en nous et renforcé dans le training. Oui, c'est basé sur la torture, mais ça sort nos dons. Et donc, on va voir que c'est comme si on est plus fonctionnel qu'avant. S'il n'y a que le trauma, ça fait du mal et on ne sait pas quoi faire. Mais en fait, eux, ils utilisent le trauma. Ils utilisent le côté instinct, c'est-à-dire de survie, où il y a de toute façon des dons différents qui vont s'ouvrir. Et à ce moment-là, ils utilisent ça pour en fait aller direct à l'action. Donc, on ne passe pas par la partie du cerveau où on est conscient finalement. Oui, donc esclave d'élite, il y en a beaucoup, je crois. C'est-à-dire que, oui, j'étais programmée dans le réseau pour devenir cette esclave d'élite. C'est-à-dire que, oui, j'allais avoir un rôle public. On a regardé mon sang, c'est-à-dire que mon père biologique vient d'une famille des huguenotes français, donc c'est-à-dire lié quelque part à la royauté. Donc pour eux, c'est très très important. Donc ils ont dit, on va en faire une star en France, c'est-à-dire genre Jane Birkin peut-être, vous savez, et ou bien on est quelqu'un qui est déjà comme ça programmé de sa famille, parce que bon, il y a de l'inceste aussi, et souvent c'est des gens qui dans le réseau qui arrivent déjà d'une famille incestueuse, par exemple, qui ont déjà subi de l'inceste ou de l'abus sexuel, et une fois que on est abusé sexuellement, il y a cette confusion profonde de se sentir aimé, ça va seulement par la sexualité. Et donc, à ce moment-là, on en a fait dans le réseau, on a fait vraiment une véritable philosophie. Et donc, la philosophie des pédophiles, vous pouvez exactement dire. Quand on regarde, par exemple, le début de Disney, c'est pareil. Il y a des photos avec Disney et d'autres hommes qui étaient là au départ, avec une toute petite fille, parce que son premier film, c'était avec une toute petite fille, qui déjà, elle est 4 ans, 5 ans, elle est déjà sexualisée. Eux, oui, ils prennent leur pouvoir, en fait, du fait que, au lieu de se mettre en partenaire, de prendre des partenaires des femmes adultes, ils utilisent des enfants et comme ça, eux, émotionnellement, de toute façon, ils sont... Moi, mon expérience en tant qu'enfant qui était abusé par des centaines d'hommes, moi je dis que ce sont tous des hommes qui émotionnellement
sont arrêtés à un très jeune âge. Et donc, je suspecte qu'il y a beaucoup d'abus sexuels aussi avec les garçons. Et si on se fait abuser ou si on ne se fait pas aimer, on se fait polariser aussi. C'est-à-dire que ou bien on entre dans un rôle de victime pour toute sa vie et on se fait mal à soi-même, ou bien on rentre dans un rôle où on court de cette humiliation, de cet abus, et on évite, on essaie de l'éviter, mais en essayant de courir de là, en fait, on rentre dans le même cycle en tant qu'abuseur. Et c'est pour ça que l'abus sexuel dans le réseau est utilisé de façon pour en fait que les hommes peuvent avoir une décharge très pure de leur abus d'enfant, de leur enfance en fait. Pour chaque homme, c'est différent, mais c'est une réplication de leur abus sexuel qui en fait, d'être là de l'autre côté, d'être dans le rôle de l'abuseur, ça donne une décharge et en fait, c'est comme une drogue. Mais c'est-à-dire que ce réseau, c'est pas des amis, comme je disais. Et en fait, cet Américain, qui a un très grand nom dans le monde, il n'était pas si important dans le réseau. D'abord, il a dû demander de la permission pour créer le personnage qu'il voulait faire de moi. Donc, il m'a emmené chez un Rothschild. Et c'était un Rothschild qui a donné sa bénédiction pour mon personnage. Et donc, je pense que avec l'argent, pendant que j'étais vendue, les Rothschild aussi, ils allaient récupérer une partie. Mais cet Américain, il n'avait pas tellement de pouvoir. Et pendant la semaine avant le 30 avril, qui pour les satanistes, c'est un très grand jour, je ne sais pas exactement. Il y a un calendrier de la religion satanique. Vous pouvez aller voir. Beltane. Donc moi, je ne connais pas très bien parce que bien sûr, je n'ai jamais fait partie. Ça ne m'intéresse pas trop non plus. Mais je sais qu'il y avait beaucoup de festivités. Et le 30 avril était le jour de mon induction. C'était le départ de ma nouvelle vie dans le réseau. Donc à 10 ans. Oui, allez-y. Oui, dans cette semaine en 73, où c'était mon induction, j'allais devenir partie d'eux. Et donc, ça a commencé avec ma performance, donc pour un groupe assez spécial, c'est-à-dire beaucoup de célébrités qui étaient là, beaucoup de gens connus. Il y a quelqu'un, une chanteuse, chanteuse-actrice anglaise, qui en fait m'a kidnappée avec son mari. Et eux, ils m'ont humiliée. Et en fait, ils m'ont humiliée de telle façon. En plus, ils ont fait un sort, ils ont mis un sort sur moi. Oui, dans une église, ils m'ont kidnappée de l'Italie, de Lake Como. Ils m'ont emmenée c'était à Monaco. Donc là, dans une petite église, une grande chapelle, je ne sais pas. Ils l'ont utilisé, juste eux deux, pour faire un rituel de sorte d'échange où vraiment, c'était pas seulement de l'humiliation, mais il y avait l'échange que moi, je recevais sa haine de soi-même et elle m'a pris, enfin, dans ce rituel, je l'ai cru aussi, je l'ai cru après. Donc, j'ai cru après que j'étais laide, que ma voix n'était pas pure, ma voix était laide et j'étais laide. Mais c'était surtout l'humiliation qui a fait que, pour moi, si on me traitait comme quelqu'un de spécial, ça allait. Mais là, si j'allais toujours me faire humilier, ah non. Après, j'ai rebellé, j'ai rebellé contre cet Américain. Et là, j'ai été reprogrammée, on peut dire, avec de la torture extrême encore, mais surtout pour que je me sente la moindre que je ne mérite pas, de succès, que je ne mérite pas de gagner de l'argent et tout ça. Et j'avais aussi beaucoup de programmation de suicide, surtout
si je me fais rejeter par cet Américain spécifique. Et bon, donc il m'a pas tuée. Je me suis fait reprendre par les Belges dans le réseau belge. Et en fait, finalement, j'ai passé encore 1 an dans le réseau belge. Et c'est là d'ailleurs que mon livre, que je traduis en français là maintenant, mais donc mon livre, les mémoires, se passe dans cette année, quand la dernière année dans le réseau, de 10 à 11 ans. Et là, finalement, je me suis fait sauver par un gangster qui était un gangster belge. Par un gangster belge. J'allais me faire tuer. Donc 1 an et demi après que je me suis fait rejeter du réseau global, 1 an et demi après, à 11 ans, j'allais me faire tuer dans le réseau belge. Et là, encore une fois, c'était ma défiance, je crois, le moment que la torture a commencé. C'était d'ailleurs Michel Nioul qui était chargé de ma torture. Michel Nioul qui aussi, lui, était un des défendants dans le cas Dutroux. Donc, il a mis une cigarette. Il a mis une cigarette contre mon bras. Et à ce moment-là, il y a Patrick Amers qui a reçu ma défiance, encore une fois. Et à ce moment-là, il est allé négocier avec Van den Boeynants pour en fait me faire sortir. Des sacrifices d'enfants, oui. Oui, j'ai vécu. Je l'ai vécu aussi. Donc là, on vient... Donc les Belges, ils n'étaient pas satanistes, mais ils sacrifiaient des enfants. C'est-à-dire que, surtout, là, c'était surtout certains des aristocrates qui sacrifiaient des enfants. J'étais aussi... j'étais pas dedans. En Belgique, j'étais pas dedans. Mais il y avait aussi une chasse aux enfants, où j'ai vu un enfant mourir. Moi, j'étais dans une chasse. En Angleterre, j'étais dans une chasse moi-même. Donc, oui, le satanisme, pour ces gens-là, parce que je comprends qu'il y a des satanistes sur tout niveau aussi. Il y a les loges, mais moi, je comprends pas exactement. Enfin, je comprends un peu, c'est pareil, c'est avec laitier. Quoi. Si on arrive au 33e degré, par invitation, donc on fait le triage toujours, et au 33e degré, c'est le satanisme, ou c'est le luciférianisme, je sais pas trop. Mais oui, on sacrifie des enfants, et là, on est vraiment avec les tarés, on est avec les psychopathes qui croient, qui en fait ont donné leur âme à Satan, et en fait qui reçoivent, oui, le pouvoir et des cadeaux, des cadeaux matériels pour en fait sacrifier des enfants. Oui, parce que Marc Dutroux, donc moi je l'ai jamais vu parce qu'il n'a que 7 ans de plus que moi, mais Marc Dutroux, c'est clair qu'il a parlé du réseau du départ. Et après, bien sûr, Michel Nioul, quand Michel Nioul s'est fait prendre, plus personne n'a parlé, tout le monde a retiré les histoires de réseau. Il y a tous les survivants qui ont été voir la police, les dossiers ex, où en fait il y a plein de témoignages du réseau. Il y avait des personnes avec du matériel en fait, du matériel en preuve, 30 personnes qui sont mortes pendant les 8 ans que le cas était présenté pour la justice. Donc en 2004, finalement, il y avait le cas qui était dans la justice, mais tout ce qu'il y avait à faire avec le réseau a été coupé du cas. Mais il y avait beaucoup de preuves. Mais c'est clair que ça existe toujours parce qu'il n'y a jamais on n'a jamais rien fait pour les arrêter. Donc, pourquoi est-ce qu'ils s'arrêteraient? C'est un réseau qui, en fait, des gens qui sont malades et qui veulent le pouvoir. Et ils l'ont. Ils ont beaucoup de pouvoir. Ils ont
Et c'est pas des gens bêtes, bien sûr. C'est des gens qui sont super, super intelligents, mais qui utilisent toute leur intelligence pour des buts qui sont finalement complètement fous. C'est-à-dire que pour créer un État de totalitariste, mais qui en fait finalement ne marche pour personne. Et eux y incluent bien sûr. Parce que si tu continues à échapper ton traumatisme finalement, si tu continues à échapper, courir, tu vas jamais arriver à ce que tu veux non plus. Et on sait bien que le matériel, si on va essayer de trouver son paradis ici, dans le matériel même, avec l'argent, avec le pouvoir, ça nous rend pas heureux non plus. Donc, de toute façon, c'est une chose complètement fou. Et il y a beaucoup de lavage de cerveau quand même. Donc, le pouvoir est utilisé d'abord pour qu'ils gardent le pouvoir, qu'ils utilisent la peur, qu'ils utilisent des méthodes que j'ai vécues un tout petit peu pour en fait garder tout le monde dans un état où on est vulnérable pour être utilisé, ou en fait le lavage de cerveau, c'est-à-dire si on a nos propres traumatismes, ça fait une ouverture pour en fait leur message. Et leur message, finalement, le plus important, je crois, c'est qu'ils vont nous diviser. Donc, si on pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui est la faute, si nous, on fait la projection en bas, quelqu'un qui a tort, qui est moins valable que nous, et si on fait la projection en haut, que, ah oui, cette personne-là, elle est plus importante quand même, c'est là, en fait, qu'on fait partie, c'est de ça qu'ils ont besoin, de garder la division entre nous, parce que si on se met ensemble et on regarde le problème avec la clarté, parce qu'il y a des signes partout. Alors, si on regarde bien et on est tous ensemble et on ne va pas se mettre du côté droit ou du côté gauche, on ne va pas jouer avec la politique parce que de toute façon, c'est une façon de nous diviser. Alors, si on va juste vouloir la vérité, je crois qu'on va y arriver parce que c'est une question de conscience, non? Mais il n'y a personne qui m'a fait revenir des mémoires, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui s'arrivent. Et on est sur la surface de notre vie. Et le trauma, de toute façon, c'est une chose générale. Le trauma nous fait revivre des choses émotionnellement ou physiquement, des cycles qui, si on n'entre pas à la base, si on ne comprend pas ce qu'il y a à la base, les cycles continuent. Alors en fait, avec la thérapie, on arrive à descendre au-dessous de la surface pour voir où est la base. Et donc, c'est-à-dire que les choses me viennent comme ça. Et après, on va analyser, on va voir. Mais de toute façon, c'était plutôt qu'elle était ouverte à ça. Parce que j'étais en thérapie avant. Mais les thérapeutes avant, ils ne voulaient pas y croire non plus. Donc, il n'y avait jamais, c'était comme avec ma mère, il n'y a pas de l'espace pour cette vérité. Mais finalement, une fois qu'on trouve la base, la source psychologique d'un certain cycle, pour moi, souvent, c'est la conscience. Après, il y a bien sûr les émotions liées à cette source qui ont été projetées par-ci, par-là, dans des situations, des circonstances qui sont en fait comme un symbole pour ce qu'il y a en dessous. Et une fois qu'on arrive à la base et qu'on a la conscience, qu'on met la conscience dessus, c'est parti. Et on arrive, parce que je vais en parler un petit peu plus, parce que c'est quand même, si on a des fantaisies, si on se fait des fantasmes, et si on se ment soi-même, on ne va pas arriver à améliorer sa vie, on ne va pas arriver à avoir plus de clarté, et cette clarté, finalement, ça fait que je comprends le traumatisme, mais je le comprends d'une façon parce que j'étais vraiment dans les profondeurs du trauma. Et le résultat, c'est que je comprends les traumatismes de tout le monde. Et je travaille avec des gens, oui, d'autres survivants des réseaux, mais aussi d'autres personnes parce que
on n'a pas besoin de dire grand-chose parce que je le comprends à cause, pas parce que je l'ai vécu, mais parce que j'en ai guéri. Et ça veut dire que j'ai la conscience avec tous les niveaux, quoi. Les niveaux de, je comprends, je peux lire dans les circonstances ce qu'il y a en dessous et je peux voir en dessous, j'ai des idées, ce qu'il y a en dessous, quel est le symbole en fait qui peut nous emmener à quelle vérité, quoi.